suis ici pour une conversation, pour une réflexion commune, évidemment. Parce que moi aussi, je chemine, puis vous allez voir, bon, vous avez appris que je suis pas un traducteur de formation, déjà. ça pose la question différemment. Je ne parlerai pas ici de la traduction des langues officielles, des langues dominantes. Évidemment, en anthropologie, on a la position qu'il y a des langues dominantes et des langues officielles, le français et l'anglais, donc je ne discuterai pas de la traduction entre les langues officielles. Je vais discuter de la traduction, où la difficulté est à la fois de la traduction et du décollage culturel. Et je vais m'en tenir à l'Amérique du Nord, mais surtout au Canada, Québec, Montréal, dépendant du propos, là, mais on reste toujours sur le continent. Et je ne ferai pas de considération sur la traduction littéraire proprement dite, parce que quand on fait de la traduction littéraire, bon, on atteint un niveau de développement artistique et culturel élevé qui n'est pas toujours celui de certaines langues. On va parler essentiellement des langues minoritaires, peu usitées, des langues immigrantes et des langues autochtones, qui forment des ensembles particulièrement opaques, tout en étant témoins, ces langues, témoins privilégiés de la diversité culturelle de Montréal et du Québec. Et ce sont, sauf les langues autochtones, ce sont des langues, pour la plupart, installées sur ce continent depuis moins de 100 ans. L'immigration massive au Canada a commencé en gros au début du 20e siècle. Donc on n'est pas du tout dans la situation européenne où ces langues ont des enracinements parfois très très anciens. Ce sont des langues qu'on perçoit dans l'environnement historique et contemporain, sous forme écrite ou orale, mais qui échappent complètement, la plupart du temps, au décodage et à la compréhension. On les remarque, parfois, parfois pas. Et on ne sait pas très bien ce qu'elles donnent à dire, ce qu'elles portent. Alors, le propos va être plus sociologique, anthropologique, historique. Et je vais plaider pour une approche interdisciplinaire, car ces langues résistent à l'analyse, elles résistent à l'étude, parce qu'on n'en comprend pas les frontières et parfois on n'en comprend pas exactement le sens. Souvent, il n'y a pas de locuteur de ces langues, ou s'il y en a, ils sont inaccessibles. Souvent, il n'y a pas de source écrite, ou s'il y en a, on ne les a pas lues. On ne peut pas les lire parce qu'elles sont donc dans des langues qu'on ne connaît pas. Et elles sont porteuses d'une autre histoire, d'une sensibilité culturelle très différente. Donc ça requiert non seulement la connaissance de la langue, mais ça requiert aussi une patience d'observation. Et on se trouve devant des processus de diglossie ou de polyglossie très très prononcés. Les locuteurs des langues minoritaires connaissent les langues officielles ou les langues dominantes et les utilisent à certains moments et à certains moments pas. Donc, il y a toute une série aussi de frontières culturelles et religieuses. Je parle, par exemple, des créoles antillais qu'on entend à Montréal, des parlers autochtones qu'on entend facilement, des langues slaves, il y en a plusieurs, des langues africaines, et mon propos sera surtout sur le yiddish, qui est une de ces langues, mais installée depuis plus longtemps. Alors, je ferai le propos, pourquoi traduire en sciences sociales, en sciences humaines? Alors, carrément, pour apprendre une langue minoritaire. Parce que ces langues où il n'y a pas de locuteur, la seule façon de les apprendre, c'est de les traduire. Le texte nous parle, il faut prendre le texte comme un locuteur, et en les traduisant, on apprend la langue. La traduction, contrairement aux langues dominantes, qu'on connaît déjà avant de commencer à les traduire, ou beaucoup plus. Les langues minoritaires, on les apprend en les traduisant. C'est pour ça que moi, j'ai traduit le yiddish. C'était la seule façon que j'avais d'apprendre cette langue, parce que je n'ai pas de locuteur autour de moi. Ce n'est plus une langue familiale, c'est une langue patrimoniale. Et traduire, c'est maîtriser la langue, qui peut être plus ou moins orale, plus ou moins écrite. Parfois, il y a plus d'écrit, parfois, il y a plus d'oral. Et la question devient, que veut dire cette langue? Forcément, cela devient une traduction. C'est une référence croisée avec sa propre langue. Le point de départ, c'est sa propre langue et l'autre langue que l'on traduit pour l'apprendre. Et pratiquer sur plusieurs années avec méthode, cela aboutit à une expertise assez intense, à la production, peut-être de dictionnaire, de grammaire et de lexique. On maîtrise ces langues en les traduisant, il n'y a pas d'autre issue. Deuxièmement, traduisant la langue, on obtient la langue, mais il y a plus, il y a la culture que cette langue véhicule. Alors là, traduire, c'est avoir accès
à une culture dans sa langue vernaculaire. Voyez-vous la distinction dans sa langue vernaculaire? Et là, les valeurs culturelles, les pratiques, parfois les préceptes religieux informés, souvent par une longue expérience historique, émergent. Et là, on fait traduction anthropologie. Et on peut le faire à Montréal facilement. Je dis toujours, c'est au coin de la rue que se trouve la diversité linguistique et culturelle. Donc, traduire, c'est aussi, puisqu'on a commencé pour apprendre la langue, c'est aussi apprendre une culture. La question, c'est qu'est-ce que cela signifie? Le niveau symbolique, les mythes, les représentations culturelles, le ressenti, l'émotionnel et le politique sortent dans la traduction et la culture apparaît dans toute sa force. Troisièmement, la traduction libère, je dis vraiment ce mot consciemment, libère des données sociographiques et historiques inédites, nouvelles, jamais vues, jamais lues. Inaccessible autrement et souvent très précieuse, particulièrement si la langue est écrite et s'il reste des documents qui sont parfois des documents assez prosaïques, mais qui dont on va avoir des exemples tout à l'heure, qui nous donnent à comprendre l'histoire et de notre société dominante et des sociétés et des communautés minoritaires. Les mémoires individuelles, les commémorations dans ces cultures minoritaires, les récits historiques, pas l'histoire, les récits historiques, les fêtes religieuses et les réactions à certains événements nous donnent un troisième niveau qui est celui de comprendre l'histoire et comprendre la démographie, comprendre des événements particuliers. Alors, on joue trois rôles dans ce contexte, puisque moi je me déclare traducteur sans être traducteur, mais vous, c'est ça le jeu. Je suis avec vous, mais je me cache aussi en même temps. Vous voyez que je ne suis pas tout à fait là de la même façon. On devient témoin privilégié de la diversité culturelle à Montréal, ou canadienne ou nord-américaine, à vous de décider. Le traducteur est à l'écoute. Ce n'est pas juste de travailler sur le texte, c'est d'écouter la langue. Alors là, la sociolinguistique devient cruciale. Je lis actuellement un ouvrage de Spolsky, que je vais citer tout à l'heure, sur la sociolinguistique des langues juives sur 3000 ans. C'est presque tout spéculatif, parce qu'on n'a pas entendu ces langues autrefois, très anciennes. On les entend aujourd'hui, alors on peut spéculer. Autant dans le contemporain que dans une perspective historique. Car la question se pose de l'arrivée de ces langues minoritaires et de leur enracinement dans notre société. Autant les langues autochtones du Grand Nord, ou du Nord assez lointain, qui n'est pas celui que nous on partage, ou venus par immigration à travers l'océan. Deuxièmement, on est forcément convié au métissage culturel, au processus d'adaptation et de créativité souvent très intense que notre société produit avec ces langues. Les locuteurs de ces langues en connaissent rarement juste une. Ils interagissent avec les langues officielles, ils ont des niveaux de hiérarchisation de leur propre langue dans différents espaces d'expression. Ils ont des rapports soutenus avec d'autres langues minoritaires, parce que les langues minoritaires ne se présentent pas comme des isolats, ils se présentent comme des continuités, des espaces qui sont en communication avec d'autres langues. Il y a des étagements linguistiques, il y a des emprunts, il y a des diglossies intenses, il y a des pratiques de parler une seule langue dans la même conversation, mais il y a aussi des pratiques de parler plusieurs langues dans la même conversation, dans le même paragraphe et dans la même phrase, avec des étagements. Et troisièmement, on devient l'interprète de ces réalités par la traduction dans une langue officielle, parce que, ultimement, on aboutit à une langue officielle, ou ce que j'appelle une langue dominante. C'est-à-dire la langue de l'État, vous comprenez? Pour l'anthropologue, la langue de l'État, la langue des communautés minoritaires, la langue de l'institution, de l'université, la langue des autres savoirs. Traduire ici, c'est mettre au jour des pratiques polyglossiques, permettre à un public élargi, dont nous, les traducteurs, parce qu'on ne maîtrise pas toutes les langues, on se traduit mutuellement différentes langues. Nous sommes notre propre public, d'avoir accès à des processus linguistiques fort différents, d'éclairer des réalités dont nous sommes entourés. Il y a le foisonnement des langues à Montréal, la complexité des productions culturelles dans d'autres langues et la superposition de plusieurs langues dans ces contextes. C'est à ça qu'on s'attaque. Est-ce que je suis rendu? Oui, bon. Je vais vous laisser regarder ça.
Alors, quel type de traduction, quel texte choisir? C'est ça la grande question, parce qu'on n'est pas dans la norme, on n'est pas dans le classique, on n'est pas dans les langues normées. Ce sont des positions qu'il faut travailler quand on arrive à la langue cible qui nous intéresse, la langue minoritaire cible. Je vais poser, on en discutera, que la traduction littérale est importante. Pas dans le sens, je dirais, traduction littérale dans le sens fossilisé, mais qu'il faut tenir compte de la simplicité des textes, parfois du niveau de littératie très bas. On est parfois des langues littéraires écrites, mais pratiquement orales. Peu de pratique littéraire. Si les auteurs ont une langue littéraire, ils n'ont pas nécessairement pratiqué cette langue beaucoup. Il faut conserver le niveau de langue que possède le texte. Il faut éviter les embellissements, les améliorations. Il faut éviter de faire de ces langues des langues officielles, des langues de l'État. Il y a vraiment une rupture entre les deux. Et pour certaines langues, et particulièrement pour le français, c'est difficile parce qu'on passe de langue non normée à une langue très normée, avec des niveaux d'intolérance, de difficulté d'accepter des, en anglais on dit utterances, des expressions hors normes. Il faut préserver la voix authentique de l'auteur, qui peut être illettré ou peu lettré, ce qui n'est pas acceptable au niveau des langues officielles, qui peut parler plusieurs langues simultanément et pas le savoir, qui peut avoir différents niveaux de référence et différents pôles. Donc, ça pose des complexités. Il faut, moi, quand je traduis, je conserve entre parenthèses des passages révélateurs, phonétisés, pour montrer ce à quoi la langue peut ressembler, comment elle peut sonner, et particulièrement dans certains passages clés, essayer de donner une idée de la couleur phonétique, la forme de la langue. Et il faut faire l'usage de références en bas de page. Parce que vous avez vu mes traductions, je le fais assez systématiquement. D'abord, je prépare une introduction savante pour le contexte historique culturel et pour le sens de la langue. Puis ensuite, quand j'ai une personne citée, par exemple, le Baal Shem Tov ou Nachman de Wrocław, ça vous prend une note pour savoir c'est qui. Ce sont les fondateurs du mouvement hassidique. Et les événements historiques, la destruction du premier temple, on parle du Dommage. Quand est-ce que c'est arrivé? Le massacre de 1648 en Ukraine par Khmelnytsky, c'est souvent cité dans les textes yiddish. C'est quoi? L'étymologie de certains mots. Apikoros, un impie, un sans-dieu. Ça vient du grec, épicure. Il faut le dire, il faut faire ces rapports-là que la langue fait inconsciemment. Des contextes. La conférence de Tchernovitz en 1905, on a déclaré le yiddish une des langues du monde juif. Les emprunts. Ici, dans le monde de yiddish montréalais, on a des mots comme is and all right. C'est un mot anglais avec un suffixe russe, all right. Ça veut dire quelqu'un qui a bien réussi. Il faut expliquer un peu ça. Le niveau d'éducation de l'auteur aussi. Un des auteurs que j'avais traduit avait fait toute son éducation dans une yeshiva et il était incapable d'écrire autrement que dans un esprit de judaïsme rabbinique. Alors, quand il arrivait à la théorie marxiste, il disait la Torah de Marx. C'était la Torah de Dieu. La diffusion de l'ouvrage, la carrière de l'auteur, quand on a des auteurs. Comment choisir des textes? On ne va tout de même pas se donner tous mal pour traduire des textes médiocres sans intérêt. Quand on a des textes publiés, c'est-à-dire imprimés, ça signifie que l'auteur avait l'intention d'atteindre un certain public. Ça force l'auteur à adopter un récit cohérent, à systématiser le discours, à développer une intention. Il devient décodable à travers ça. Parfois pas. Parfois, l'auteur veut préserver le passé. C'est un souci très, très courant dans les langues minoritaires. Célébrer ou commémorer en contexte. Parce que les langues minoritaires sont conscientes ou les communautés, de leur histoire et de leur espace historique. Parfois témoigner d'une expérience personnelle, parfois établir des bases culturelles, discourir, affirmer, rarement réfléchir. Pardon? OK.
ce qui nous intéresse, c'est faire apparaître un récit historique, pas une histoire rationnelle. J'enseigne l'histoire, je sais la différence. Vous connaissez tous la différence entre l'histoire et le récit historique. Le récit historique qui n'est pas scientifique, mais qui est porteur de significations extrêmement importantes pour comprendre l'histoire scientifique. Parmi les 9 ouvrages de ce type que j'ai traduits du yiddish, il y avait 3 biographies à caractère institutionnel ou communautaire, c'est-à-dire il y avait un écrivain qui était militant communiste, il y avait le fondateur d'une école yiddish, il y avait le fondateur du journal yiddish, qui tous voulaient témoigner de leur carrière, de leurs efforts et de l'histoire de leur institution préférée. Il y avait 2 récits journalistiques de l'histoire juive de Montréal, qui étaient non scientifiques, mais extrêmement riches, comme on va voir. Il y avait 2 histoires d'un parti politique, les sionistes de gauche, ou coalition, ou les anarchistes. Il y avait un dictionnaire biographique de 425 auteurs yiddish et hébraïque au Canada. Vous voyez la richesse, là, on est devant quelque chose de massif. Et il y avait un rapport annuel d'une institution juive montréalaise en 1914. Ici, je vous montre l'année d'apparition, les années d'apparition des locuteurs yiddish à Montréal. On se situe au sommet en 1913, au Canada, excusez. 18 000 locuteurs sont entrés en 13 au Canada. Et ça nous situe qu'on est au début du siècle et que cette langue a dépassé la 3e génération. Elle est donc en situation de diminution, il y a beaucoup moins de locuteurs. C'est la langue vernaculaire des Juifs est-européens à la fin de la période impériale en Russie. Avant 17, avant l'émancipation politique et la fin de la zone de résidence. C'est une langue indo-européenne apparue dans la vallée du Rhin vers l'an 1000, quand des populations juives non émancipées ont absorbé un dialecte de l'allemand dans le contexte d'une situation polyglossique très très avancée. Je cite Spolsky. The established view of Jewish languages is, as most scholars agree, that they were the result of Jews speaking an earlier language, learning a new co-territorial language. Thus, speakers of Hebrew acquired Aramaic and later Greek, both of which they Judaized. Speakers of Judeo-Greek and Judeo-Aramic acquired Judeo-Arabic, or Judeo-French, or perhaps Judeo-Slavic. Speakers of Judeo-French or Judeo-Romance acquired Middle High German and produced Yiddish. 2500 ans d'évolution. Et toutes ces langues ont laissé des caractères, des traces phonétiques et lexicographiques dans le Yiddish. Rien d'exceptionnel. Sauf que là, on est devant un parcours lettré. Il est écrit, ce parcours. Spolsky conclut en disant « Yiddish grew into one of the major languages of the Jews. » Cette langue arrive à Montréal à partir de 1900. La situation de cette population, elle est polyglotte. Elle connaît les langues juives, elle connaît les langues co-territoriales slaves et allemandes, et elle a aussi cette langue qui est une fusion des 2 espaces de Yiddish. Elle est hautement lettrée en plusieurs langues. Le poète Siegel avait appris Pushkin en russe à son Talmud Torah, la Bible en hébreu et la poésie médiévale hébraïque de Halevi, avant l'âge de 12 ans. 2 alphabets. Il arrive à Montréal, il apprend un 3e alphabet, évidemment notre alphabet, pour pouvoir circuler dans l'espace montréalais. C'est une langue qui a maintenant, à partir de la fin du 19e, une littérature, un théâtre. C'est la langue maternelle de 99% des Juifs montréalais en 1931. C'est quand même assez proche. Et ça devient, et là on est devant quelque chose d'assez massif, ça devient pendant un demi-siècle la 3e langue de Montréal, après le français et l'anglais. Et cette littérature yiddish qu'on va aborder, c'est la plus importante en langue non officielle au Canada. Alors, voyez-vous, quand j'essayais de situer les langues officielles et les langues non officielles, on a des gros blocs importants en langue non officielle, ici à Montréal. On va aller vers quelques exemples. Alors,
C'est ça la langue. Là, on ne peut pas l'agrandir. Par contre, si je lis la première phrase, puis vous oubliez que c'est dans l'alphabet hébraïque, Tayarar Chava Echem Kaiserman. Erst mit 12 Jahren zurück bist du zwischen uns gekommen und du hast wie ein Wanderer gemacht, dir dein Gezelt da bei uns in Stadt. Il y a un mot d'hébreu, c'est Chava. Donc vous pouvez facilement, avec facilement, un peu d'espace germanique, là, vous pouvez arriver à quelque chose. Des exemples de perception culturelle. Israël Medresh arrive ici en 1910 et il écrit à la fin de sa vie un récit historique. Il nous donne des balises historiques et culturelles. Les jeunes hommes et les jeunes filles se rendaient souvent au cinéma. Il parle de 1910, 20. Lorsqu'un jeune homme avait remarqué une jeune fille et que celle-ci s'était amourachée de lui, il l'invitait à une salle de cinéma. Il ne l'invitait pas au théâtre yiddish. Il ne l'invitait au théâtre yiddish que plus tard, quand il avait décidé d'en faire son épouse. Quand deux jeunes gens se montraient ensemble au théâtre yiddish, on chuchotait qu'ils étaient fiancés. Voyez-vous les deux registres? Alors, le cinéma, c'est pas juif. Mais le théâtre yiddish, c'est juif. C'est en langue yiddish. Ça, c'est significatif. Si vous amenez une femme là, vous inversez pas. Mais là, on est à une période où c'est des hommes. Vous êtes commis à la perpétuation, vous connaissez la perpétuation de cette langue et cette culture. Vous allez au cinéma, ça n'a aucune importance. Ça, c'est très différent de peut-être la réaction des Canadiens français ou de d'autres communautés. On a un rapport hiérarchique en deux langues, où chaque langue a une place, et où il y a une différence entre la génération née au pays et la génération immigrée. Il y a beaucoup de chances que les enfants de ces deux amoureux ne parleront pas yiddish à la maison. Ils vont l'entendre, mais ils ne parleront pas. Ils vont peut-être aller à l'école yiddish, ils ne parleront pas dans la cour de l'école, mais ils sauront, ils auront une connaissance facile. L'auteur est arrivé ici, et il est devenu journaliste vers 22, et il a fait toute une carrière dans le Canada Randa. Il a écrit longuement sur toute une série d'enjeux culturels ici. Parce qu'on a un journal yiddish quotidien à partir de 1907. Voyez-vous toute la masse d'informations qu'on a juste dans le journal. Et vers 45-46, il publie ces chroniques-là. Le mariage, en supposant que les deux amoureux se marient. On approchait de la choupa en toute simplicité. Le mariage pouvait être présidé soit par un rabbin orthodoxe, soit par un ministre du culte plus libéral. Une fois la cérémonie commencée, on n'entendait plus un mot d'anglais au sein de l'assistance. Encore, il y a une balise ici. On entre dans le judaïsme, l'anglais n'a pas sa place. Les immigrants le parlent au travail, ils le parlent sur la rue, ils le parlent probablement entre eux, les jeunes, mais ils ne parlent pas dans un contexte comme ça, où ils retournent au yiddish, pas à l'hébreu. Ça peut être un rabbin orthodoxe ou un ministre du culte, voyez-vous, ça c'est pas important pour lui. Alors que c'est une différence très très marquante, parce que la cérémonie ne sera pas la même selon qu'on est devant le judaïsme libéral et le judaïsme orthodoxe. Mais le fait de parler anglais ou le fait de parler yiddish, c'est crucial dans ce contexte. Simon Belkin publie en 1956 Die Polition Bewegung in Kanada 1904-1920, que j'ai traduit par le mouvement ouvrier juif au Canada, 1904-1920. Et on va obtenir de Belkin les positionnements idéologiques du monde yiddish ouvrier. Écrit en yiddish par quelqu'un qui était un militant de ces mouvements ouvriers. C'est pas rien. Où est-ce qu'on va avoir ça? En anglais, par des juifs de la génération suivante, ou de la génération encore plus loin, qui l'étudient comme un phénomène lointain. Là, on va l'avoir du militant lui-même. Il parle des principes et des orientations de l'école Peretz en 1918, et il va nous donner une distinction clé au niveau idéologique pour comprendre toute la vie yiddish canadienne et nord-américaine. Alors, on fonde une école yiddish en 13 et une autre en 14. Et quels sont les principes de cette école pour temps partiel? On va scolariser en yiddish les jeunes immigrants. Tous les nationalistes, dans le sens progressiste et démocratique du terme, souhaiteront donner à nos enfants une éducation qui les rattache formellement au peuple juif, à sa langue, le yiddish, à sa littérature, yiddish, hébreu et autre chose, à son histoire et à toutes ses réalisations.
vous êtes devant un ensemble culturel très profond qui prétend avoir une histoire différente de celle des langues officielles et du Canada, qui a transporté à travers l'océan et à travers plusieurs diasporas un bassin, un héritage, exactement comme le Yiddish fait avec les autres langues. Et ici, on recommence. On rétablit un espace d'affirmation. C'est le nationalisme juif. Mais c'est juste la moitié. Il y a autre chose, aussi important, qui est crucial pour comprendre l'action des syndicalistes. Et c'est la deuxième partie. Tous les adeptes du radicalisme voudront offrir à nos enfants une éducation qui soit en harmonie avec le progrès, le savoir et la libre pensée. Ils souhaiteront aussi leur inculquer la vision la plus avancée qui soit de la justice sociale et l'attachement au peuple et aux classes opprimées. Il faut les deux. On est juif, mais on n'est pas juif juste pour être juif et pour les juifs. On est juif aussi pour militer pour les autres minorités et les autres groupes opprimés. Et les deux forment un continuum et une seule option ne fonctionne pas. Seulement cette option-là, c'est le choix des communistes, seulement les peuples opprimés, et la libération des Juifs va se faire à travers la révolution communiste. Ça ne fonctionne pas pour les Yiddish et la culture juive. Seulement la culture juive, ça ne fonctionne pas puisqu'il y a un enfermement. Alors, tout de suite, au départ, ici à Montréal, on prend la position qu'il faut les deux grands pôles. Toute la diaspora juive en Amérique du Nord est articulée autour de ça, ce qui va permettre aux syndicats juifs de militer pour l'émancipation des jeunes femmes canadiennes françaises qui vont entrer dans l'industrie de la confection à Montréal dans les années 30 et 40. De les syndiquer à partir d'une base idéologique yiddish. Évidemment, on ne leur parlera pas yiddish, on leur parle anglais probablement, peut-être français, mais on va le faire comme s'ils étaient des juifs. Parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Voici les professeurs de l'école Peretz, de cette école, en 1919. Et sur la photo, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas en la regardant, mais qui va apparaître dans la littérature yiddish de Belkin. Belkin dit « Tous, sans exception, ces professeurs, pratiquaient le métier de tailleur. Toute la journée, ils étaient à la shop, mais leur attention restait ailleurs. Ils pensaient à l'école yiddish Peretz. » Donc, ce sont des ouvriers dans la classe ouvrière montréalaise, comme les autres, mais ils ont aussi ce devoir de transmettre cette idéologie qu'on vient de voir apparaître aux enfants, et ça, c'est le fondement de toute l'éthique, jusqu'à aujourd'hui, de l'éthique juive à Montréal. Il ne faut pas seulement faire avancer la communauté juive, il faut que toute la société avance aussi, pour que les Juifs sentent que leur rôle est pleinement incarné et qu'ils ne deviennent pas une minorité isolée dans un espace qui n'est pas accueillant pour eux. C'est l'idéologie qui va devenir dominante à Montréal, c'est l'idéologie du sionisme de gauche. Les sionistes de gauche, le Polition, ils sont pour la création d'un foyer national juif en Palestine, à l'époque Palestine. Ils sont donc nationalistes, mais en même temps, ils ont ce radicalisme social et ça produit une sensibilité très particulière qu'on ne retrouve pas dans les communautés dominantes. Et l'école Peretz existe toujours. Elle a fusionné avec l'école Folk. Et aujourd'hui, c'est Jewish People's and Peretz Schools, où on enseigne encore le yiddish. 4 langues. Fonctionnent. Toutes les écoles juives privées, la plupart fonctionnent en 4 langues. Un autre exemple. Kaiserman, celui qui a reçu le boulot là, tout à l'heure, au moment de son départ pour la Palestine en 21. Il écrit un manuscrit, un long manuscrit jamais publié sur la littérature canadienne en anglais, en français et en yiddish. Parce que, et là on en voit la trace, les immigrants absorbent les productions culturelles en langue officielle de leur pays d'adoption et s'en inspirent. Et qu'est-ce que Kaiserman fait? Il appelle les Juifs qui viennent d'arriver, qui sont de langue yiddish, à écrire sur le Canada, à s'inspirer des modèles canadiens-français et canadiens-anglais. Et il se donne même la peine de traduire Pamphile Lemay en yiddish. Alors, on peut traduire
aller dans le sens inverse, non pas traduire comme nous on fait, vers les langues officielles. On peut traduire les langues officielles dans les langues minoritaires. C'est rare, mais lui l'a fait parce qu'il voulait que les lecteurs yiddish de Montréal comprennent c'était quoi la littérature canadienne française. Il ne l'a pas fait pour l'anglais parce que c'était présumé que ça c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus commun. Donc, ces immigrants, ils jettent un regard frais sur le Canada, sur Montréal, et ils le décrivent différemment. Le regard n'est pas le même, et on apprend énormément en s'attachant à ces textes. Voici ce qu'il écrit dans ce manuscrit qui vient de précéder. Le Canada, le jeune Canada, avec sa remarquable activité industrielle et économique, avec son agitation sociale et politique, avec sa géographie fabuleusement poétique, avec ses innombrables merveilles naturelles, son climat si varié, pays cosmopolite, avec ses intenses problèmes nationaux, ce vaste, ce sauvage et doux Canada, si propice à la création d'une riche littérature, en parenthèse yiddish. C'est l'affirmation qu'on ne peut pas créer une littérature yiddish sans avoir des références au pays, à la langue officielle et à ce que vous voyez décrit ici. Pour arriver à ça, Kaiserman va parcourir la littérature canadienne-française pour la comprendre et s'en inspirer. Et regardez ici, vous voyez, c'est une étude sur Louis Fréchette, 1839, 1908, en yiddish, pêle-mêle, la voix d'un exilé, la légende d'un peuple, feuille volante, etc., à travers un commentaire yiddish. Louis Fréchette, einer von die berühmsten kanadisch-französischen Poeten hat veröffentlicht eine Reihe Werk. Un des plus grands poètes, plus célèbres poètes canadiens-français, a produit toute une série d'œuvres, les donne. Ist der Dichter von historischer Geschehnis, der nationaler Bard, der Verherrlicher von die Helden, von die Nation und seiner Kampf mit die Besiege. C'est l'historien des événements historiques, des développements historiques, c'est le poète national, c'est celui qui sanctifie, qui célèbre les héros de la nation et leur lutte contre l'occupant, les Britanniques. Et voilà le modèle de ce que les Juifs canadiens français, Juifs yiddish pourraient faire, parce que oui, il y a là un modèle intéressant. Et s'il y a une littérature canadienne-française au Canada, pourquoi il n'y aurait pas de littérature yiddish? Déjà, les Canadiens français ont rompu le modèle dominant. Nous sommes aussi une minorité. Nous pourrions faire la même chose en nous inspirant d'eux. Ce discours-là, on ne l'entend pas. Il est là, mais on ne l'entend pas. Il est en yiddish, on ne le trouve pas en anglais. Parce qu'en anglais, le positionnement n'est pas le même. La personne qui a l'anglais langue maternelle n'a pas le même rapport à la littérature canadienne-française. Il va avoir le rapport du Canada anglais dominant souvent face à ces manifestations francophones. Le juif qui est de langue yiddish a la position ici qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est assez court. On va trouver aussi des émotions très très fortes dans ces littératures qui nous aident à comprendre comment on réagit ces minorités. Là, vous avez le Canada Radler, le journal yiddish de Montréal, pour le 11 novembre 1938. Je lis la première ligne. Nazis programmieren Schulen und jüdische Geschäften. C'est Kristallnacht. Les nazis ont mis feu à des synagogues et à des commerces. On détruit. Programmieren. Là, je l'ai juste en anglais. Nothing could be more terrible and horrifying than to read about these events. One trembles when one thinks about the future fate of German Jews and Jews everywhere in Europe, where such an infamous reaction can manifest itself. Parfois, je traduis dans l'autre langue officielle, parce que parfois, on me demande d'écrire en anglais, j'arrive avec des textes en yiddish, je suis obligé de les faire en anglais. Les Canadiens sont assez indifférents. On trouve très peu de réactions à Kristallnacht dans la presse de langue française ou de langue anglaise, ou très passagère. Le Devoir dit « Oui, c'est bien regrettable, mais ce n'est pas une raison pour accueillir des réfugiés juifs allemands dans le pays. »
Et la presse anglophone va un petit peu moins sévère, mais même genre de choses. Alors là, on a tout à fait une autre réaction, complètement différente, et qu'on ne trouve pas en anglais facilement ou en français. Il faut aller en yiddish pour aller la chercher. Et là, les Juifs comprennent, eux, en 1938, ce qui s'en vient, comprennent un peu plus que nous de la langue majoritaire, parce qu'ils ont des parents là-bas, parce qu'ils sont en contact, parce qu'ils reçoivent des témoignages, et ils savent ce que ça veut dire. Nous, Canadiens français, Canadiens anglais, langue dominante, et je ne veux pas être essentialiste, et toujours ramener tout à l'identité et dire que c'est pas ça. Mais ce genre de réaction, on le trouve difficile. Je veux terminer pour vous donner un exemple des données culturelles abondantes, des données extrêmement riches que produit la littérature et les documents de langue yiddish à Montréal. Ici, vous avez Erster jährlicher Bericht, Jiddische Volksbibliothek und Volksuniversität, le premier rapport annuel de la bibliothèque publique juive aujourd'hui et de l'Université populaire 1915. Dans ce document d'une quarantaine de pages, on trouve les raisons idéologiques pour lesquelles l'institution a été fondée, une bibliothèque publique juive, le nombre d'abonnés, la fréquence des emprunts, les langues dans lesquelles se trouvent les livres. Vous comprendrez que les livres se trouvent dans au moins 4 langues, et probablement jusqu'à 10 si on compte toutes les langues, mais certainement les langues dominantes, le yiddish, le russe, l'hébreu et l'anglais, dans cet ordre, plus les autres. Les genres littéraires préférés des lecteurs, les ouvrages acquis par la bibliothèque, les activités culturelles menées par la bibliothèque, les dons en argent, don par don, et le nom des donateurs, et les auteurs les plus lus. Je vais y arriver tout de suite, ici à la page 7. Essayez de trouver ça. Que lisent les abonnés en 14-15? Ce sont tous des immigrants descendus des bateaux. Ce sont tous des gens qui viennent d'arriver au pays. Ils lisent ces auteurs en yiddish, puisqu'ils ont été traduits. Et regardez ce qu'ils lisent. J'ai souligné les auteurs non-juifs. Ils lisent autant d'auteurs juifs que non-juifs. Et ils lisent à gauche. Léon Tolstoï, Jules Verne, Émile Zola, Henri Ibsen. Est-ce qu'on lit ça dans les bibliothèques canadiennes françaises il y a 100 ans? Non, on ne lit pas ça. Parce qu'on ne peut pas le lire. On n'a pas le contexte. Il y a peu de gens qui peuvent produire cette connaissance. Les Juifs descendent ici, à Montréal, et c'est ce qu'ils lisent spontanément, c'est ce qu'ils ont envie de lire, c'est ce que la bibliothèque publique leur donne à lire, sans aucune censure. Il n'y a pas l'influence et l'impact de l'Église catholique ici. Il n'y a pas la capacité pour aucune forme de censure culturelle, politique, d'atteindre ces gens-là, puisqu'ils lisent dans une langue que personne ici comprend. Ils sont totalement à l'abri. Et ils vont lire Émile Zola à cause de l'affaire Dreyfus, à cause de sa position pro-ouvrière. Ils vont lire Jules Verne parce qu'ils sont progressistes. Ils pensent que Jules Verne ouvre un univers très merveilleux, mais aussi ouvre un univers d'amélioration, de gratification. Et ils vont lire Léon Tolstoï, qui est le libérateur, en fait, théoriquement, de la paysannerie russe, plus, évidemment, les grands auteurs juifs que vous connaissez. Alors, c'est à cette page-ci. C'est ici, on les voit, les chiffres. Ils sont tous là. C'est quand même pas rien. L'ouvrage de 40 pages est bourré d'informations culturelles. Et on va terminer par notre cher Chaim Leib Fuchs, qui est arrivé ici dans les années 70 et qui s'est mis en tête d'écrire ce dictionnaire biographique des auteurs yiddish hébraïques canadiens, intitulé 100 Jahre Jiddische und Hebräische Literatur im Kanada, 100 ans de littérature yiddish hébraïque au Canada. 425 biographies détaillées. En traduisant cet ouvrage, d'abord j'ai appris la langue, vous avez compris, mais j'ai aussi appris les balises de la littérature yiddish montréalaise, ces périodes importantes, les dates d'arrivée, les genres littéraires pratiqués et les idéologies pratiquées. Et quand j'ai compilé ces données, j'ai pu produire ces tableaux-là. Le pays de naissance des écrivains yiddish canadiens, c'est pas très... Oui, vous pouvez lire. Là, il y a 3 grandes vagues, c'est très clair d'après l'ouvrage que Fuchs a produit. Il y a une vague migratoire en 10-18, c'est
une bonne moitié des écrivains yiddish sont issus de cette vague migratoire. Il y a eu un âge d'or, il y a eu un autre 142 qui sont arrivés dans les années 20 et 30. Il y a eu les survivants de l'Holocauste ici, en 68, des écrivains qui ont commencé à écrire ici à Montréal, après être arrivés après 1945. On a 3 niveaux historiques, 3 positionnements idéologiques, 3 positionnements historiques. C'est pas Fuchs qui dit ça, c'est ses données. Fuchs ne peut pas se détacher assez de son objet. Je ne peux pas trouver ça nulle part. Je le trouve seulement dans les sources yiddish. Et regardez le nombre d'écrivains juifs nés au Canada qui ont écrit en yiddish, seulement 6. Parce que j'ai compris, le yiddish, c'est la langue des écrivains immigrants. Aucun écrivain, pratiquement, né au Canada, a écrit en yiddish, seulement ce petit compte. J'ai pu bâtir ce tableau, la date d'arrivée des immigrants. Là, on l'a un par un. Alors, vous voyez la première vague avant la Première Guerre mondiale, après la deuxième, entre les deux guerres et après la Deuxième Guerre mondiale. On a 3 pics très, très identifiés dans les données de Fuchs. Et finalement, l'appartenance idéologique. Les sionistes de gauche dominent ce monde. C'est très clair dans tout ce que j'ai trouvé, partout, mais Fuchs le prouve aussi. Sioniste de gauche, ça veut dire sioniste communiste, socialiste, très, très porté à la collectivisation au kibbutz. Les sionistes religieux, le mouvement ouvrier juif socialiste, non sioniste, les sionistes généraux, le Bund yiddishiste non sioniste, l'Arbeterim et les autres. Le Volksorden, qui était communiste, et le Farban, qui était une association mutualiste. On a en plus leurs affiliations idéologiques. On peut tracer, ça c'est une partie de ce qu'on a pu ramasser dans ce complexe domaine. Je vais conclure. On est devant une littérature assez particulière, on est devant un espace unique ici, mais ce n'est pas la seule littérature en langue non officielle à Montréal. Il y en a beaucoup qui sont en émergence actuellement, en langue arabe, en langue créole, en langue espagnole, qui vont suivre ce cheminement jusqu'à un certain point, qui vont produire aussi des données de ce type. Vous savez, ces littérateurs ont aussi été des traducteurs. On oublie ça, pas seulement nous qui traduisons dans les langues officielles, mais les membres de ces communautés ont eu beaucoup de grands traducteurs, et particulièrement des Juifs. Il y a des traducteurs vers l'hébreu biblique et l'araméen. Excusez, de l'hébreu biblique et l'araméen vers le yiddish, du russe vers le yiddish, français, anglais vers le yiddish, allemand, grec ancien, japonais, latin, perse ancien, tout ça c'est dans Fuchs. Mais particulièrement cette richesse de la traduction pratiquée dans une culture polyglotte. Alors, concluant, on est dans une frontière, on est dans un espace complexe, on est dans un espace qui touche à plusieurs disciplines, à plusieurs sensibilités, à plusieurs langues. Et dans cet interstice, il y a un type d'analyse particulier, il y a des données qui sont recherchées, et elles se trouvent seulement là, d'après moi, en grande partie. Dans ces communautés minoritaires, il n'existe pas toujours une production littéraire. Oui, chez les Juifs, oui, chez quelques autres. Mais souvent, une production écrite, publiée ou pas, manuscrite, qui a une valeur en soi, des journaux, des chroniques, des mémoires, et qui contiennent des données historiques, culturelles extrêmement importantes, cachées dans une langue minoritaire. J'ai fait les deux. J'ai fait de la traduction littéraire, j'ai fait de la traduction, comme vous avez vu, documentaire, et les deux sont très, très riches. Un éclaire l'autre. Un processus littéraire est éclairé par un processus documentaire. Je comprends mieux Siegel, le poète, quand j'ai traduit Fuchs. Je sais où il se situe, je sais qui sont ses collègues, je sais quand le mouvement littéraire a commencé, dans quel contexte idéologique et dans quel genre littéraire. Si je fais seulement la traduction de Fuchs, je n'ai pas ça. De Siegel. Vous posiez la question. Oui, les traducteurs en sciences humaines sont des êtres à part entière, avec des compétences particulières et une sensibilité unique.
Ce domaine de travail, il commence à apparaître au Canada comme un espace en soi. Souvent, le traducteur dans ces domaines, il œuvre sans tradition, sans antécédent, sans connaissance des langues. Il forge une compréhension dans la solitude avec le texte ou avec le locuteur seul et tente de mesurer où il trouve comment en vient-on là, parce qu'il y a d'importantes archives en langue patrimoniale, parce qu'il y a un discours politique, il y a des contestations. Les Chinois, les Japonais ont contesté le traitement qu'ils ont reçu historiquement du Canada. Ils l'ont fait dans leur langue d'abord, ils l'ont fait dans leur communauté d'abord, puis ensuite faire émerger ces préoccupations dans les langues officielles. Parce qu'il y a des nouvelles productions culturelles, on pense aux Autochtones, qui aussi font monter leurs revendications au niveau des langues officielles, mais produisent ces revendications dans des langues non officielles et produisent de la culture. On a à comprendre ce phénomène, et c'est seulement en traduisant en sciences humaines qu'on y parvient, à mon avis, ou qu'on y parvient en grande partie. Merci beaucoup. Pierre Anctil, merci beaucoup.